Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée d'aller chercher mon livre. Après le déjeuner, le soleil brillait. Il n'y avait pas de menace de giboulée. J'ai pris le 92 jusqu'à l'Étoile. En descendant l'avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé. Au coin de la rue de Villejuste, j'ai eu un moment de panique. Et tout de suite, la réaction. Il faut que je prenne les responsabilités de mes actes. Et toute ma confiance est revenue. Je me suis demandé comment j'ai pu avoir peur. J'ai sonné au 40. Un fox terrier s'est précipité sur moi en aboyant. La concierge m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai répondu de mon ton le plus naturel. « Est-ce que monsieur Valéry n'a pas laissé un petit paquet pour moi ?» Tout de même de loin. Je m'étonnais de mon aplomb, mais de très loin. La concierge a fouillé et m'a tendu un paquet. J'ai dit « Merci beaucoup ». Elle m'a répondu très aimablement « À votre service ». Une fois de l'autre côté de la porte, j'ai défait le papier blanc. Sur la page de garde, il y avait écrit « Exemplaire de Mademoiselle Hélène Baird ». Et au-dessous, au réveil, si douce la lumière et si beau ce bleu vivant. Paul Valéry. Et la joie m'a inondé. Une joie qui venait confirmer ma confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je suis rentré à pied, avec un petit sentiment de triomphe à la pensée de ce que les parents diraient. Et l'impression qu'au fond, l'extraordinaire était le réel. Pensons à autre chose. À la beauté irréelle de cette journée à Aubergenville. Cette journée s'est déroulée dans sa perfection, depuis le lever du soleil plein de fraîcheur et de promesses, lumineux. Jusqu'à cette soirée, si douce et si calme, si tendre, qui m'a baignée tout à l'heure lorsque j'ai fermé les volets. Ce matin, en arrivant, après avoir épluché les pommes de terre, je me suis sauvée au jardin, sûre de la joie qui m'attendait. J'ai retrouvé les sensations de l'été dernier, fraîches et neuves, qui m'attendaient comme des amis. Le foudroiement de lumière qui émane du potager, l'allégresse qui accompagne la montée triomphante dans le soleil matinal, la joie, à chaque instant, renouvelée d'une découverte, le parfum subtil des buissons fleurs, le bourdonnement des abeilles, l'apparition soudaine d'un papillon au vol hésitant et un peu ivre. Tout cela, je le reconnaissais, avec une joie singulière. Je suis restée à rêver sur le banc là-haut, à me laisser caresser par cette atmosphère si douce qu'elle faisait fondre mon cœur comme de la cire. Et à chaque moment, je percevais une splendeur nouvelle, le chant d'un oiseau qui s'essayait dans les arbres encore dénudés et auquel je n'avais pas encore fait attention, et qui soudain peuplait le silence de voix, le roucoulement lointain des pigeons, le pépiement d'autres oiseaux. Je me suis amusé à observer le miracle des gouttes de rosée sur les herbes. En tournant un peu la tête, je voyais leur couleur changer du diamant à l'émeraude, puis alors rouge. L'une d'elles est même devenue rubis, on aurait dit des petits phares. Brusquement, en renversant la tête pour voir le monde à l'envers, j'ai réalisé l'harmonie merveilleuse des couleurs du paysage qui s'étendait devant moi. Le bleu du ciel, le bleu doux des collines, le rose, le sombre et les verts embrumés des champs, les bruns et les ocres tranquilles des toits, le gris paisible du clocher, tout baigné de douceur lumineuse. Seule l'herbe fraîche et verte à mes pieds mettait une note plus crue, comme si elle seule était vivante dans ce paysage de rêve. Je me suis dit, sur un tableau, on croirait ce vert irréel avec tous ses coloris pastels, mais c'était vrai. À la bibliothèque, j'ai revu ce garçon aux yeux bleus. À ma grande surprise, il m'a proposé de venir écouter des disques jeudi. Pendant un quart d'heure, nous avons discuté musique. Je sais son nom. Il s'appelle Jean Morawiecki. Avant de le savoir, je lui avais trouvé l'air d'un prince slave.
J'ai passé un après-midi merveilleux. Jean nous a emmenés, moi et un de ses camarades que je connais de vue, très laid, mais sympathique, à la maison des lettres rue Soufflot. Jusqu'à 6h30, nous avons écouté des disques. J'ai entendu un quintet de Jean-Chrétien Bach, le début de la 8e symphonie, l'Adagio, la 10e. C'était drôle. Ils m'ont servi du thé et des toasts. Le thé était imbuvable, mais l'attention était touchante. Je suis rentrée avec Jean Morawiecki. Il viendra dimanche et apportera un quatuor de Beethoven. Cet après-midi, avec Jean, j'ai lu le poème de Heine. J'ai pleuré en rêve. J'ai pleuré en rêve. J'ai rêvé que tu me quittais. Je m'éveillais et je pleurais amèrement, longtemps après. J'ai pleuré en rêve. J'ai rêvé. Que tu m'aimais encore. Je m'éveillais. Et le torrent de mes larmes Coule toujours. Toujours. Et tout cela m'a paru étrangement beau, mais d'une beauté tragique, où il y avait des larmes. Car j'ai encore passé l'après-midi avec lui. Je savais que je le reverrais. Et ce soir, je suis saisie par une étrange tristesse. Est-ce que je me laisse entraîner dans une mauvaise voie? Est-ce que je redeviens folle et passionnée? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas où je vais, et ce que sera demain. Chez Madame Jourdan, j'ai rencontré une amie avec qui nous avons discuté la question de l'étoile jaune. À ce moment-là, j'étais décidé à ne pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et une preuve d'obéissance aux lois allemandes. Ce soir, tout a changé de nouveau. Je trouve que c'est une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis de ceux qui le feront. Seulement si je le porte, je veux toujours être très élégante et très digne pour que les gens voient ce que c'est. Je veux faire la chose la plus courageuse. Ce soir, je crois que c'est de le porter. Seulement, où cela peut-il nous mener? J'ai repris le métro à 5h30 avec Jean, jusqu'à la Motte Piquet. À l'Institut, j'ai attendu 1 heure en bavardant avec Maurice Saur et Pauline Bréant. Je sais bien, cela blesse les autres. Mais s'ils savaient, eux, quelle crucifixion c'est pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait, brusquement, que je n'étais plus moi-même, que tout était changé, que j'étais devenue comme étrangère. Comme si j'étais en plein dans un cauchemar. Je voyais autour de moi des figures connues, mais je sentais leur peine et leur stupeur à tous. C'était comme si j'avais eu une marque au fer rouge sur le front. J'ai vu arriver Cécile Lehmann, que j'avais cru apercevoir hier, en noir. Elle m'a dit bonjour. Et avec son beau regard bleu et franc, sans trembler, elle m'a dit que son père était mort au camp de concentration de Pithiviers. Mon Dieu, je ne croyais pas que ce serait si dur. J'ai eu beaucoup de courage toute la journée, j'ai porté la tête haute. Et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. Mais c'est dur. D'ailleurs, la majorité des gens ne regardent pas. Le plus pénible, c'est de rencontrer d'autres gens qui l'ont. Ce matin, je suis partie avec maman. 2 gosses dans la rue nous ont montré du doigt. Et le reste s'est passé normalement. Dans l'autobus, il y avait une femme qui m'avait déjà souri à mon montée et qui s'est retournée plusieurs fois pour sourire. À 4h, Jean est entré à la Sorbonne. C'était un soulagement de lui parler. Il s'est assis dans le pupitre et est resté là, jusqu'au bout, à bavarder, même sans rien dire. Quand tout le monde a eu quitté la bibliothèque, j'ai sorti ma veste et je lui ai montré l'étoile. Je ne pouvais pas le regarder en face. Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il avait été frappé en plein cœur. Je suis sûre qu'il ne se doutait de rien. Voilà, Hélène, j'ai vu votre père ce matin. Il m'a laissé ceci pour vous. Je n'ai pas compris un mot de ce que disait M. Duchemin et de ce qu'il continuait à dire. J'avais réalisé qu'il était venu arrêter papa. Un inspecteur de police m'a même recruté, et de là au service allemand. Je ne sais pourquoi.
Il se peut que ce ne soit pas pour arrestation ou internement. Vers 12h30, le téléphone a sonné. C'était une voix d'homme inconnu. L'interrogatoire à Villefoche s'était bien passé. Si son étoile avait été bien cousue, on l'aurait certainement relâchée. J'ai protesté, maman aussi. Elle a expliqué qu'elle avait installé l'étoile à l'aide d'agrafes et de pression pour pouvoir la mettre sur tous les costumes. L'autre a continué d'affirmer que c'était cela qui avait causé l'internement. La première fois où je me suis éveillé et que j'ai vu la lumière du matin à travers les volets, brusquement l'idée m'est venue que papa n'aurait pas son petit déjeuner normal ce matin. Qu'il n'arriverait pas à table du petit déjeuner pour prendre ses morceaux de pain grillé et verser son café. Cela m'a causé une peine immense. Monsieur Duchemin essaya 2 fois de rompre le silence en me demandant des nouvelles d'Yvonne ou en me félicitant pour mon diplôme. Il faisait un temps splendide. Je ne comprenais plus très bien toute cette beauté de Paris par un matin de juin radieux. Il fait toujours beau dans les catastrophes. À la porte de la préfecture, un agent nous a arrêtés. C'est pour voir un interné qui part pour Drancy. On nous a dit d'apporter cela. À partir du moment où papa est entré dans la salle et nous attendions, il m'a semblé brusquement que l'après-midi se raccrochait automatiquement à ce passé si récent. Et nous étions tous ensemble. Et que tout le reste n'était qu'un cauchemar. Quand j'ai réfléchi maintenant, je m'aperçois que ça a été une bénédiction. Nous avons revu papa après la première phase de la tragédie, après l'arrestation. Il nous l'a raconté, nous avons vu son sourire. Nous l'avons vu partir avec le sourire. Nous savons tout. Et j'ai l'impression qu'ainsi, nous sommes encore plus unis. Il est parti pour Drancy lié, encore plus étroitement à nous. Maman, elle est bien aujourd'hui. Je tâche de faire les petites choses que papa faisait pour qu'elle n'éveille pas trop de souvenirs par leur absence. J'ai dormi debout toute l'après-midi. Je suis allée porter un colis chez mademoiselle de Trot, de là par le Luxembourg jusqu'à l'Institut. La beauté, la fraîcheur des grands arbres, les jeux mouvants des taches d'ombre, c'était plein d'un calme apaisant qui n'effaçait pas la tristesse, mais la comprenait. Ensuite, par le métro bouillant et malodorant, je suis allée rue de la Bienfaisance porter une lettre. Puis je suis allée rue Renoir,